Vous travaillez dans un projet ou dans un programme, que ce soit du développement, que ce soit humanitaire, et on vous parle souvent des plans de suivi et évaluation, et vous souhaitez apprendre comment élaborer un plan de suivi et évaluation efficace pour vos projets. Et c'est de cela que nous allons parler, en tout cas dans le cadre de cette vidéo, comment élaborer un plan de suivi et évaluation et son utilité. Nous allons parler ensemble comment comprendre l'importance des plans de suivi et évaluation dans la gestion des projets, apprendre aussi les étapes clés des plans de suivi et évaluation efficaces et aussi découvrir ensemble les outils et les méthodologies pour collecter et analyser et interpréter les données. Donc, je m'appelle Innocent Najikon, je suis un socio-anthropologue et écologue de formation. Je travaille dans le secteur de développement humanitaire environ 7 ans. Nous savons comment comprendre l'importance des plans de suivi et évaluation dans la gestion des projets, apprendre les étapes clés de l'élaboration des plans de suivi et évaluation et nous allons découvrir ensemble les outils et les méthodologies pour collecter les données et les interpréter. Alors, quelle est l'importance d'un plan de suivi et évaluation? Pourquoi un plan de suivi et évaluation est-il essentiel dans la gestion des projets? Quels sont aussi les avantages et les bénéfices d'un plan de suivi et évaluation? Et enfin, nous allons aussi faire en tout cas l'illustration des conséquences d'un plan de suivi et évaluation insuffisant ou qui est inexistant. Alors, comme je vous avais dit en entame de mes propos, le plan de suivi et évaluation est indispensable et important dans le cadre de gestion des projets. Donc, le plan de suivi et évaluation, il permet de mesurer les progrès réalisés par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. Parce que dans tout projet, il faut d'abord fixer les objectifs dès le départ. Et c'est sur la base des objectifs qu'on s'est fixés qu'on pourra les mesurer. Et le plan de suivi et évaluation permet de ne pas attendre la fin du projet pour faire une évaluation, mais plutôt mesurer les progrès pendant la mise en œuvre du projet. Et le plan de suivi et évaluation également fournit les structures qui permettent de suivre l'avancement des activités, d'identifier surtout les écarts par rapport au plan initial et de prendre des mesures correctives s'il y a nécessité. Donc, il permet également d'assurer que la gestion soit efficace des ressources et de garantir que les objectifs du projet sont atteints de manière efficiente et de manière efficace. Il faut comprendre que dans la mise en œuvre du projet, on appelle le schéma critique du projet. Le schéma critique du projet, en fait, les choses ne se déroulent pas exactement comme prévu, mais du coup, le projet s'adapte en fonction de l'environnement, en fonction de dynamique. Et vous allez voir que sur le plan des ressources humaines, que ce soit les ressources financières, matérielles, il y a et aussi le contexte sur le terrain et les zones géographiques qui peuvent venir des conflits. En tout cas, tout est dynamique, que ce soit au niveau interne, que ce soit au niveau externe. Et le projet doit s'adapter à ces dynamiques-là pour, au fur et à mesure, adapter le plan de suivi et évaluation pour suivre le progrès. Raison pour laquelle il est intéressant d'avoir un plan de suivi et évaluation qui permet, au fait, de suivre l'avancement et en même temps proposer des mesures de mitigation en cas de dynamique qui peuvent impacter sur les objectifs de départ. Alors, pourquoi, quel est l'avantage en tout cas d'avoir un plan de suivi et évaluation qui soit clair et efficace? Alors, le plan de suivi et évaluation permet déjà de clarifier les objectifs du projet. Ça, c'est vraiment important. Un plan qui est bien, en tout cas, un plan de suivi et évaluation bien défini permet de clarifier les objectifs à atteindre et les résultats attendus, ce qui facilite bien évidemment la planification et la mise en œuvre du projet. Parce que si ton objectif est clair et clarifié dès le départ du projet, tu sais à quoi tu t'attends et tu pourras maintenant mettre en place des outils qui te permettent de suivre cette évolution et au fur et à mesure d'évaluer la progression de tes activités. Il permet également d'améliorer par exemple la prise de décision parce qu'on sait tous que pour prendre une décision, il faut avoir des bonnes informations. Maintenant, justement, un plan de suivi et évaluation qui est clair et efficace, ça permet en fait d'avoir de bonnes informations, de collecter de bonnes informations pour prendre aussi des bonnes décisions. Parce que un responsable de projet, un manager de projet, un chef de projet doit avoir les informations nécessaires qui sont crédibles et cela lui permet de prendre des bonnes décisions. Et en plus, ça renforce aussi la responsabilité parce que quand tu définis clairement un plan, en tout cas clairement les rôles et les responsabilités des différentes parties prenantes
dans le processus de suivi et évaluation, un plan de suivi et évaluation favorise la transparence et la responsabilité parce que nous allons voir en tout cas dans la suite des slides. Au fait, un plan de suivi et évaluation ressort également qui est responsable de telle activité à tel moment. Je peux donner l'exemple si, par exemple, vous mettez en place des aménagements agricoles à travers l'approche IMO. Alors, la personne en charge de cette activité, il y a plusieurs personnes qui vont s'imbriquer dans la mise en œuvre de projet. Par exemple, le responsable de suivi et évaluation, il doit mettre à la disposition du chargé de mission ou encore de responsable en charge de réhabilitation ou d'aménagement agricole les outils nécessaires du commencement, par exemple, du ciblage. Pendant au fait, l'exécution des travaux, on aura besoin, par exemple, le ciblage permet d'avoir la liste des travailleurs IMO. Et du coup, après maintenant, cette liste-là, on a une base de données et on peut définir les outils qui permettent, par exemple, de pointer les gens. Donc, je peux ouvrir une parenthèse pour expliquer qu'est-ce qui est IMO. IMO, en fait, c'est une approche d'aménagement, de mise en œuvre de projets dans les travaux communautaires qui permet de faire travailler la communauté qui vont, en fait, bénéficier de l'argent que vous allez les payer au lieu de contracter directement par une entreprise. Donc, c'est la haute intention de la main-d'œuvre. Donc, c'est une approche qui est utilisée dans des projets qui permet, en fait, de renforcer les moyens d'existence des ménages. Donc, je ferme la parenthèse à ce niveau. Donc, ça permet de désigner clairement qui est responsable de faire quoi, à quel moment. Donc, le responsable de suivi évaluation ou encore toute équipe de projet, lorsqu'il voit, qui parcourt le plan de suivi évaluation, ils savent déjà à quel moment je dois faire telle chose et je dois le faire avec qui. Et c'est très important. Et enfin, ça favorise aussi l'apprentissage organisationnel. En recueillant, par exemple, et en analysant régulièrement les données sur les performances du projet, le plan de suivi évaluation permet d'identifier, par exemple, les bonnes pratiques et les leçons apprises, ce qui favorise, par exemple, l'apprentissage organisationnel et l'amélioration continue. Par exemple, on peut aller dans un projet où on met des activités sur la cohésion sociale et on se rend compte, par exemple, que dans la résolution et la gestion de conflits, on se rend compte que les conflits sont gérés dans la majorité par la résolution, en tout cas la médiation, sont gérés plus par les hommes. Mais les leçons apprises nous permettent de comprendre que parfois il y a des décisions qui sont prises, mais lorsque les hommes rentrent, il y a des femmes aussi qui vont aussi réagir. Et ces conflits-là, par exemple, les décisions qui ont été prises, parfois peuvent être mises en cause. Raison pour laquelle, par exemple, les leçons apprises nous permettent de voir que dans un conflit, il ne faut pas prendre tout de suite une résolution immédiatement pendant les discussions. Il faut laisser les gens rentrer. C'est là où on dit que la nuit porte conseil. Donc, les hommes vont aller consulter les femmes pour avoir des informations nécessaires et revenir maintenant, prendre en tout cas une décision que je peux dire, à mon avis, concertée. Donc, c'est des choses que dans les projets, on peut documenter cela et grâce à un plan de suivi et évaluation clair et efficace, permettra de documenter cela et permettra de l'organisation, si elle doit mettre encore les activités de projets dans d'autres zones, elle pourra maintenant capitaliser sur ce qui est déjà fait quelque part et apprendre de cette leçon-là et continuer à améliorer la pratique d'intervention. Alors, on peut aussi illustrer les conséquences d'un plan de suivi et évaluation qui est insuffisant ou qui n'existe pas. Et oui, bien sûr, il y a des organisations, il y a des projets auxquels il n'existe pas de plan de suivi et évaluation ou encore un plan de suivi et évaluation est insuffisant. Alors ici, nous allons tout de suite ressortir les risques ou les dérives auxquels, s'il n'existe pas un plan de suivi et évaluation. Parce que sans un plan de suivi et évaluation approprié, il est difficile de savoir si le projet progresse conformément aux objectifs aux objectifs que nous sommes fixés au départ, et ce qui augmente aussi le risque de dérive et de non-atteinte aux résultats escomptés. Du moment où vous êtes fixé les objectifs au départ, on ne peut pas attendre à la fin pour te dire est-ce qu'on est en train d'aller vers la bonne direction, est-ce qu'on a atteint? Non. Pendant la mise en œuvre du projet, s'il y a un plan de suivi et évaluation, déjà on sait à quel moment on est en train d'aller vers une bonne direction. Mais quand le plan de suivi et évaluation n'existe pas ou qui est insuffisant, alors on va faire le bout du chemin et à la fin, on va se rendre compte que non, on n'a pas vraiment travaillé pour atteindre des objectifs dans ce sens-là. Et ça manque aussi de responsabilité. Comme je l'avais dit, s'il n'y a pas un plan de suivi et évaluation, ben,
personne ne sent responsable de rien du tout. Bon, ça ne veut pas dire au fait qu'il n'est pas responsable de mettre en œuvre des activités, mais le plan de suivi et évaluation lui permet de désigner clairement c'est telle personne qui est responsable de cela et on pourra faire le suivi directement auprès de lui. Et donc, ça permet la transparence et la confusion aussi des rôles dans la mise en œuvre des projets. Ce qui peut aussi compromettre la confiance des parties prenantes et la réussite globale du projet. Et aussi, à la fin, les difficultés aussi de tirer des enseignements. Du moment où si les pratiques de mise en œuvre des projets, ces pratiques ne sont pas, si celles ne sont pas documentées pendant la mise en œuvre des projets, on ne peut pas avoir tout ça en esprit à la fin du projet qu'on va dire oui, on a fait ça et on va commencer. Et en plus, comme je vous avais dit, le projet est dynamique. Tout change. Les équipes peuvent changer. Les gens peuvent partir. Les ressources aussi sont dynamiques. L'environnement externe est dynamique. À ce niveau, il est intéressant de documenter les succès, les défis qu'on a rencontrés pendant la mise en œuvre du projet qui permet au fait d'avancer. Par exemple, dans un projet auquel nous avons mis en œuvre un projet à travers l'approche humour que je l'avais dit tantôt, au fait, nous nous sommes rendus compte, par exemple, les femmes devront travailler, parce qu'on a scindé en 3 phases. Les femmes devront travailler dans la phase de collecte de pierres et aussi dans la phase de transport et aussi dans la phase de construction, par exemple, de cordons pierrés ou en fait des diguettes filtrantes. Mais on s'est rendu compte des travaux pendant la phase et nous sommes fixés, en tout cas comme indicateur, que 40% des femmes vont travailler. Alors, on s'est rendu compte que, évidemment, dans la phase de collecte de pierres, dans la phase de transport, les travaux sont durs. Et le site aussi de collecte de pierres est un peu risqué pour les femmes, raison pour laquelle, avec la mise en œuvre, on s'est rendu compte qu'il sera difficile que les femmes travaillent pendant la phase, par exemple, de collecte de pierres et pendant la phase de transport ou de ramassage de pierres. Mais ils peuvent travailler dans la construction. Et donc, du coup, ce qui nous réduit le nombre drastiquement de femmes pendant les 3 phases du projet. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver sur le terrain et on peut documenter ces pratiques. Et si on doit mettre, par exemple, ces projets, on doit s'inquiéter en avant ou réduire, par exemple, le pourcentage de femmes en fonction des zones, en fonction de la réalité qui se présente. Donc, c'est des choses qui arrivent souvent dans les cadres des projets. Et maintenant, nous allons voir maintenant quelles sont les étapes pour élaborer en tout cas un plan de suivi et évaluation. Donc, du coup, en premier lieu d'abord, il faut identifier les objectifs et les indicateurs. Donc, du coup, il faut savoir que le plan de suivi et évaluation s'adopte sur le cadre logique. Parce que si on n'a pas de cadre logique, c'est le préalable. J'avais fait une vidéo aussi sur ça, auquel je pourrais vous mettre le lien de cette vidéo en commentaire. Donc, il faut avoir un cadre logique. C'est à partir du cadre logique qu'on aura le plan de suivi et évaluation. Allons voir maintenant quels sont les outils pour collecter, analyser et interpréter les données. Bien évidemment, dans un cadre, dans un plan de suivi et évaluation, il est intéressant de savoir en tout cas les données que nous collectons, comment nous allons les collecter, comment on peut les analyser, comment on peut les interpréter. Alors, à ce niveau-là, il y a les différents outils ou la méthodologie de collecte de données, notamment on peut faire des enquêtes, on peut faire les entretiens, on peut faire les observations. Et cela nous permet de collecter les données. Après la collecte des données, bien évidemment, on peut les analyser, que ce soit les données qualitatives, que ce soit les données qualitatives ou statistiques, etc. Et ces données-là sont des données brutes. Il sera intéressant aussi d'avoir en tout cas comment analyser ces données-là pour les rendre consommables, on peut dire en sorte, c'est-à-dire pour qu'on puisse interpréter ces données et ça pourra permettre à l'équipe de projet ou les parties prenantes de comprendre la structure du rapport. Donc, on peut faire la comparaison entre les objectifs, les tendances, les graphiques, les tableaux, etc. Ensuite, sera aussi intéressant dans le cadre de cette formation, bien sûr, de faire une présentation d'un modèle de plan de suivi et évaluation élaboré dans le cadre d'un projet humanitaire ou de développement et aussi avoir une structure de plan avec les sections telles que les objectifs, les indicateurs, les sources des données, les méthodes de collecte de données et aussi la fréquence des données. Alors voilà à peu près à quoi ressemble un cadre de plan de suivi et évaluation. Je tiens à préciser ici à ce niveau que vous allez rencontrer certains plans de suivi et évaluation qui peuvent être légèrement différents de ces plans. Par exemple, on peut avoir moins de colonnes avec moins des informations demandées ou encore plus. Mais du coup, je me suis basé sur un cadre standard qui demande en tout cas les informations nécessaires pour faire le suivi. Donc, j'avais aussi dit que le cadre de suivi et évaluation
ou en tout cas le plan de suivi et évaluation, repose sur le cadre logique du projet. Donc, du coup, quand vous voyez la première colonne, bien évidemment, l'objectif général, l'objectif est spécifique, le résultat. Donc, ces résultats, en fait, ces informations sont déjà disponibles dans le cadre logique. Donc, le plan de suivi et évaluation se repose sur le cadre logique pour maintenant alimenter, en tout cas, ce cadre-là. Donc, l'objectif général, on a déjà l'objectif général dans le cadre logique. Les objectifs spécifiques aussi, dans des projets où vous allez voir, il y a plus 2 ou 3 objectifs spécifiques. Il y a aussi 1, il y a aussi 2, ainsi de suite. Les résultats aussi, on peut avoir moins ou on peut avoir plus. Donc, les indicateurs du cadre logique, il y a déjà des indicateurs qui sont déjà disponibles dans le cadre logique, que ce soit des indicateurs obligatoires du bailleur ou les indicateurs non obligatoires. Et dans chaque indicateur, on définit, on explique qu'est-ce que c'est cet indicateur-là. Et on calcule aussi comment on peut calculer cet indicateur-là et les données de base. Est-ce qu'il existe des données de base ou encore les cibles à la fin du projet. C'est ce qu'on projette au fait d'atteindre à la fin du projet. Et bien évidemment, les sources d'informations sont indispensables. Comment on pourra maintenant collecter nos informations et auprès de qui? Et maintenant, la méthode de collecte de données, comment on pourra collecter les données, les traiter et les analyser. Et il faut aussi savoir définir les fréquences de collecte de ces données-là et à la fin, qui est responsable de cela. Alors, nous allons voir maintenant un exemple d'un plan de suivi-évaluation qui est déjà rempli. Donc, ici, on ressort déjà l'objectif général qui est là, l'objectif spécifique et maintenant les résultats. Ce qui nous intéresse aussi, il faut savoir comment ces informations, il faut les remplir dans chaque case ou encore de chaque colonne. Donc, dans le résultat, par exemple, 1, on a dit le taux de conflit lié aux ressources naturelles résolues. Ça, c'est notre indicateur. Maintenant, comment on définit notre indicateur? Bien évidemment, c'est le pourcentage de conflits liés à l'usage des ressources naturelles résolues avec succès grâce à l'intervention du projet. Et comment on calcule cela? Par exemple, on dit conflit résolu égale à conflit identifié lié à la gestion des ressources naturelles et résolu par le comité mis en place, bien évidemment par le projet. Et les données de base, ici, on peut dire les données de base n'existent pas si on n'a pas fait une étude préalable pour identifier le nombre de conflits existants. Et les cibles maintenant qu'on projette à la fin du projet, on dit au moins 80% des conflits liés aux ressources naturelles sont résolus à la fin du projet. Maintenant, c'est le rapport d'intervention du projet, les entretiens avec les parties prenantes. La méthode de collecte des données, c'est les entretiens avec les communautés ou l'examen des rapports d'intervention. Et la fréquence, c'est les mensuels et le responsable, c'est le coordinateur de projet ou le chef de projet. Le résultat de maintenant, c'est le taux de sécurité alimentaire des ménages bénéficiaires. À ce niveau, notre définition d'indicateur, c'est le pourcentage des ménages bénéficiaires des projets ayant une sécurité alimentaire suffisante. Et le calcul, c'est le score de la sécurité alimentaire qui est supérieur ou égal à 42. Donc, les données de base, c'est l'enquête de base du projet qui permettra de définir les données de base. Et ce qu'on se projette à faire à l'avenir, c'est qu'on peut augmenter de 30% le taux de sécurité alimentaire des ménages bénéficiaires à la fin du projet. Et bien évidemment, c'est l'enquête auprès des ménages bénéficiaires et des données de surveillance nutritionnelle. Et la méthode, c'est l'enquête auprès des ménages et le suivi régulier de surveillance nutritionnelle. Et la fréquence, elle est trimestrielle. Et le responsable, c'est le chargé de suivi et évaluation ou le responsable de suivi et évaluation. Et enfin, sur le résultat 3, par exemple, le nombre d'ententes foncières élaborées collégialement est approuvé par le maire et le préfet. La définition de l'indicateur, par exemple, c'est une entente foncière est considérée approuvée si elle est signée au moins par les populations locales et le maire ou la mairie ou son représentant. Maintenant, le calcul sur une entente foncière égale à signature du représentant de la population et les élus locaux. Les données de référence, c'est 0. Les cibles à la fin des projets, c'est 30. Les sources d'information, c'est les documents de l'entente foncière qui est signé et les rapports de l'activité. La méthodologie, c'est la vérification de l'existence, bien sûr, de l'entente foncière signée. Et la fréquence, elle est semestrielle et l'essentiel du projet ou le responsable du projet. Voilà à quoi ressemble un plan de suivi et évaluation. Alors, je vous remercie d'avoir consacré de votre temps à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Donc, je vous invite aussi à abonner sur notre page YouTube qui me permettra d'être à jour si on fait une nouvelle vidéo sur la gestion des projets ou le suivi et évaluation, ainsi de suite. Vous pourrez être informé en temps réel
des connaissances, des apprentissages dans le cadre de projet. Donc, je vous remercie de votre aimable attention.